Aujourd'hui, on se retrouve avec la Calessie de la Stress Défense, Sandra Effervescience. Bonjour. Bonjour Carole, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci à toi. J'ai voulu te poser quelques questions aujourd'hui parce qu'on va faire une trilogie sur le burn-out. Et je sais que tu aimes les trilogies. J'adore les trilogies, il y a beaucoup de choses à dire sur le burn-out. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition du burn-out et toi, quelle est ton histoire avec le burn-out en fait? Écoute, moi comme j'aime bien les trilogies, Comment t'en es arrivé là? le burn-out, j'en ai fait 3. Donc, voilà. Je commence par une trilogie. J'en ai fait 3, ce qui m'a permis de bien cerner le sujet, et notamment j'en ai fait 2 qui sont un peu le schéma classique avec du déni, tu comprends pas tout ce qui t'arrive, et du coup j'ai la petite dépression en bonus à chaque fois, et le troisième c'était le pur burn-out, où j'ai pu voir l'autre aspect du burn-out tout seul, qui va moins attaquer le cerveau, du coup, donc tu vas quand même pouvoir être plus lucide, parce que la dépression, et c'est vraiment pas la même chose, donc ça m'a vraiment permis de bien étudier le sujet. Et le burn-out, c'est quoi le burn-out? C'est la conséquence d'un stress chronique où on va pas s'arrêter à temps. En fait, on a souvent l'habitude de dire que le burn-out, c'est un peu une pile qui se vide parce qu'on va s'épuiser. C'est pas du tout ça. En fait, c'est une pile qui va se remplir de stress progressivement. Soit un gros stress qui dure longtemps, soit plein de petits stress qui vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et chaque petite dose de stress va attaquer l'organisme de l'intérieur, l'oxyder. Ça va s'attaquer aux défenses immunitaires, ça va s'attaquer au cerveau, à la capacité de décision, de concentration, ça va taper sur le sommeil, l'appétit. Voilà, c'est vraiment très, très, très nocif à un point que en fait ça va tellement attaquer l'organisme qu'à un moment il va cramer de l'intérieur, s'effondrer d'un coup. Et le burn-out, c'est le moment où on s'effondre. Mais c'est vraiment la conséquence d'une période de stress qui dure longtemps. Donc ça s'installe sur la durée. Mais quand ça arrive, quand on nous tombe dessus et quand on ne connaît pas les mécanismes, on s'effondre d'un coup et on ne comprend pas comment. C'est pour ça que moi j'essaye vraiment d'expliquer les mécanismes pour qu'on puisse détecter à temps, parce que c'est comme des signes avant. Comment on reconnaît qu'on est en burn-out en fait? Comment on sait qu'on fait un burn-out? Alors, quand on fait le burn-out, on le sait parce qu'on s'effondre. Physiquement, on est vraiment cassé. On peut, alors souvent, le cas classique, c'est qu'on ne peut pas se lever. On va réussir à se traîner jusqu'à son travail, mais on va s'effondrer. Il y a des gens qui tombent en larmes à leur rapport du travail, qui vont avoir un accident de voiture. Il y a des somatisations, des détournements pour pas aller au travail, une autre source de stress, parce que le burn-out n'est pas que lié au travail. Il y a le burn-out maternel, il y a le burn-out entrepreneurial dont on va parler. En fait, le burn-out, c'est un excès d'attente, donc de choses à faire par rapport à nos ressources. C'est-à-dire qu'on a trop de choses à faire, on ne peut pas suivre, donc forcément, on va insister, forcer, mais à un moment, ça va pas tenir, ça va s'effondrer. Et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, le burn-out, on sait tout, par contre, les signes avant, c'est ceux-là qui font surveiller, c'est encore une trilogie. C'est une trilogie, en fait, sur le burn-out. C'est l'épuisement physique et psychologique. Donc, on n'en peut plus, on n'arrive plus à se lever, on se réveille fatigué, et mentalement, on n'en peut plus non plus, on déconnecte complètement. C'est un épuisement qui n'est pas rattrapé par le repos. C'est-à-dire qu'une fatigue, quand on est fatigué, on se repose, on récupère. Le burn-out, on peut essayer de s'aménager des plages pour se reposer, mais ça ne va pas suffire, on va rester fatigué. Ça, c'est très caractéristique. On va avoir une perte du sentiment d'accomplissement, on va se sentir nul, on va faire des erreurs d'étourderie, on ne va pas comprendre pourquoi. Et c'est ce que je disais au début, c'est que le stress va attaquer le cerveau, dans les capacités de décision, de concentration, la capacité de jugement. Donc on va faire des erreurs qui ne ressemblent pas, mais qui sont en fait simplement une conséquence du stress. Donc en soi, c'est un signe d'alerte aussi. Et le troisième signe, les médecins ne sont pas d'accord sur le terme. Il y en a qui disent dépersonnalisation, il y en a qui disent déshumanisation. Donc moi, je dis zombification, parce que c'est vraiment l'image. C'est-à-dire qu'on a un côté brain déconnecté du genre humain, parce qu'en fait, on est tellement sur les nerfs, tellement attaqué par le stress, qu'on perd la notion qu'en face, on a un être humain. On va devenir cynique, agressif, super cassant. Et là encore, c'est clairement pas soi et sa personnalité, c'est une conséquence du stress là aussi. Et ça, c'est les 3 gros signes d'alerte. C'est important de le rappeler parce que le burn-out touche tout le monde et de plus en plus. On sait que les chiffres de burn-out augmentent. Mais toi, tu t'adresses particulièrement au profil que tu appelles effervescent. Moi, je dis atypique. On peut dire zèbre, on peut dire tellement de choses. Mais c'est des facettes différentes, mais pour parler un peu de la même chose. Est-ce que tu penses que les profils effervescents sont plus sujets au burn-out que les autres? Oui, complètement, parce qu'en fait, on a tendance à accumuler les centres d'intérêt, les passions, les projets. On n'a pas forcément de limite, on a envie de tout amener au bout. On a une particularité qui est quand même une forme de différence qui n'est pas forcément bien accueillie ou pas facile à mettre en avant. Donc, on a tendance à mettre ce qu'on appelle un masque de normalité, un faux self.
qui pompe en énergie parce que en fait, c'est comme entretenir. Sympa Ironman, tu vois, on a une super combinaison, mais elle pompe en énergie. Et déjà ça nous coûte en énergie dès le matin. Fonctionner au rythme des autres, c'est comme rouler avec le frein à main, c'est épuisant. Et on a la perception, on parle d'hypersensibilité, on perçoit toutes les informations tout le temps en permanence. C'est-à-dire que des normaux pensants, moldus, on les appelle comme on veut, moldus c'est rigolo, mais c'est affectueux, tu vois, je veux dire. Dans un sens, ils ont de la chance, c'est reposant. Hein. Oui, oui. Ils ont un filtre d'informations, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent ce qui va leur arriver. Nous, on n'a pas ça, on capte tout le temps. C'est comme si on avait la fibre et pas de pare-feu, tu vois. Et ça aussi, ça coûte en énergie. Donc, dans cette idée d'avoir des petits stress en permanence, ça, c'est une forme de stress dans le sens où c'est coûteux énergétiquement. Et c'est pour ça que du coup, apprendre à détecter les signes avant-coureurs, c'est important, mais apprendre la gestion du stress, c'est aussi super important du coup. Le stress, on ne sait pas trop ce que c'est en réalité, on a l'impression que c'est un truc négatif qu'il faut supprimer de notre vie. J'ai même vu une vidéo d'une Américaine il n'y a pas longtemps qui disait que elle voulait, son but, c'était d'éliminer toute source de stress de sa vie. Et je me suis dit, ah mince, le stress, ça fait partie de la vie. C'est pour ça qu'on parle de gestion du stress. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition du stress? Comment tu expliques ce que c'est que le stress? Alors écoute, on va rester encore dans la thématique parce que le stress, c'est aussi une trilogie. Le stress, en fait, c'est complètement schizo parce que le terme est complètement dévoyé. On parle de stress, mais en fait, le stress, c'est à la fois l'élément stressant, donc l'élément qui va nous faire réagir, qu'on va percevoir comme un danger, une menace, une situation agressante. Agressante, c'est pas le bon, mais agressive. Il nous menace. Et en soi, c'est positif de pouvoir le détecter puisque ça permet à l'organisme de s'adapter, de mobiliser ses ressources, de gérer la situation stressante et de revenir à l'état normal. Ça, c'est la réaction de stress. Mais ça s'appelle aussi le stress, cette réaction. Donc, c'est déjà l'événement déclencheur, c'est la réaction et c'est aussi les signaux de manifestation du stress. Donc, comment on va se somatiser. Les mains moites, la gorge qui se serre, difficulté à respirer, les pertes de moyens. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle plus communément le stress. Donc, on se focus sur les aspects négatifs qui sont en fait des somatisations d'un stress qui dure trop longtemps. Parce qu'un stress qui sert juste à gérer un élément ponctuel, donc la menace, on le gère et on revient à la normale. C'est comme mettre un costume de super-héros. Ça booste toutes les ressources qui permettent de gérer la situation, mais ça s'arrête. Sauf que maintenant, on a des éléments stressants en permanence, donc on va être dans le stress somatisant. Et c'est celui-là qu'il faut gérer en fait. Le reste, il gère tout seul. Est-ce que tu as des outils, toi, que tu peux partager sur comment apprendre à mieux se connaître et apprendre à mieux gérer son stress? Il y a vraiment l'écoute de soi, l'observation. Il y a un outil que j'utilise beaucoup, j'appelle le STOP. STOP, c'est un acronyme, c'est pour se taire et observer patiemment. C'est juste prendre un petit temps de pause pour voir justement si on a cette partie nocive du stress, si on a des signes de manifestation du stress, parce qu'en fait, les signes sont toujours là. Et quand tu vois qu'ils sont là et qu'ils perdurent, ça veut dire qu'on a commencé la petite escalade de stress dans la vie. Donc, c'est ça qu'il y a à observer. Ça va être des douleurs chroniques, des tensions, des problèmes de sommeil. Le fait d'avoir faim plus souvent alors qu'on a bien mangé, c'est une conséquence du stress et aussi du manque de sommeil qui est une conséquence, la première conséquence du stress bien souvent. Ça commence très souvent par le sommeil et ça traite plein d'autres choses ensuite. Et l'outil vraiment qui est super efficace, c'est ce petit cumul de stress, en fait, l'hormone en question, c'est du cortisol. Et il y a un outil qui permet vraiment de le contrer et qui a des effets prouvés pour ça. Alors, il y en a deux, il y a la méditation, mais la méditation pour les multipotentiels, les atypiques, les effervescents, on a un peu du mal à penser. Et alors, cohérence cardiaque, en fait, 5 minutes de cohérence cardiaque, ça a les mêmes effets que 20 minutes de méditation. Donc, c'est un peu plus facile pour nous. Il y a des façons ludiques de le faire, mais des petits applis très sympas. Moi, j'adore Happy Respire. C'est un petit sous-marin qu'on regarde. Donc, comme on le regarde, on a du mal à penser à autre chose. C'est très. Moi, c'est la petite bulle de Respirelax qui monte et qui descend. Respirelax aussi est super sympa. Ouais. Ces deux-là, c'est mes deux préférences. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les deux sont disponibles sur Android et sur iPhone. Parce que tu avais Happy Respire qui était que Android et Respirelax qui était que iPhone. Et là, ça y est, les deux ont pu donner et ils sont disponibles partout depuis quelques mois. Ça, c'est vraiment cool. Et en fait, 5 minutes de cohérence cardiaque, 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, ça permet d'avoir un effet sur la journée. Parce qu'en fait, c'est un effet pendant 4 heures. On va faire 5 minutes. Ça permet de baisser les mêmes niveaux de cortisol pendant 4 heures. Et c'est vraiment le seul outil qui a des vrais effets prouvés immédiats. Et avant un événement important, un événement stressant, tu sens tout de suite la dose de bien-être avec ça. Pour dormir le soir aussi, c'est vachement bien. Pour faire le petit vélo, moi.
Parce que le sous-marin, tu regardes ton écran, ça va pas. Donc, si tu peux avoir plus somnolent le soir, c'est vachement bien. Ouais, en fait, c'est de commencer par penser à respirer finalement. bien. Ouais, mais on oublie beaucoup. C'est vrai que si t'as un chat qui fait Mm. ronron à côté de toi, ça te met en cohérence cardiaque. Une musique que tu aimes bien va te mettre en cohérence cardiaque. Les enfants, et c'est très communicatif en fait. Ouais. Cette cohérence cardiaque. Oui, du coup, tu disais il faut s'observer pour Mm. comprendre comment on fonctionne. Est-ce que Ouais. toi, tu as t'as une technique, tu as certaines façons pour t'aider à t'observer? Parce que c'est pas facile en fait de prendre du recul sur soi-même, surtout quand on est en période où on est stressé, justement, où on sent qu'on a les niveaux qui montent dans le rouge. Comment on fait pour justement mettre en place une alerte et se rendre compte que quelque chose va pas, savoir comment on fonctionne, à quel moment agir et quoi? Alors, c'est un peu moche, mais finalement, c'est les personnes qui sont déjà passées par la case de burn-out qui sont les mieux armées pour ne pas y retourner, parce qu'en fait, il y a des signes classiques, chaque histoire est différente, mais il y a quand même des facteurs communs et des signes communs. Donc, le manque de sommeil, le fait de tomber plus facilement malade, le fait d'avoir des douleurs, d'être irascible, c'est toujours les proches qui vont donner l'alerte, parce qu'ils vont nous voir changer, nous, on va pas forcément le voir, déjà parce qu'on est dans une situation où on veut atteindre un objectif qui est trop élevé, donc on a la tête dans le guidon, il y a un gros déni, on voit pas ce qui se passe, donc écoutez les alertes des proches. Et quand on a déjà fait un burn-out, les somatisations, donc tout ce qui est manifestation du stress qu'on a sur la partie nocive du stress qu'on voyait au début, ça va revenir, en fait, c'est les mêmes à chaque fois. Typiquement, moi, j'ai des serres aux yeux, j'ai des fractures de fatigue, j'ai des problèmes en dessous, problèmes au niveau des reins, c'est en fait le cortisol vient des surrénales. Donc, le mal de rein est très caractéristique. Mais ça va être des formes de pathologie qui vont être propres à chacun, en fait. Et c'est ces signes-là qui vont alerter, qui sont vraiment, moi, je sais que c'est les yeux, tu vois. Ouais. Et c'est les petits mots récurrents sont nos meilleurs signes d'alerte. Mais par contre, ça se montre aussi en observant ce qui nous ressource. C'est-à-dire ce qu'on fait sans s'épuiser, ce qu'on a l'impression que nous fait vraiment monter notre compteur d'énergie. C'est ça, en fait, la meilleure façon de contrer tout ce qui va nous stresser, en fait. Il faut trouver cet équilibre entre ce qui est stressant, ce qui est vampirisant, et ce qui est ressourçant. Et c'est là que tout va jouer, en fait. Et il vaut peut-être mieux se concentrer sur le positif et cultiver le positif. Parce que finalement, c'est comme ça qu'on laisse moins de place au négatif, au vampirisant, qui va amener au cumul de stress, qui va amener au burn-out. Bah, du coup, tu vois, ça m'amène à ma prochaine question parce que c'est alors quelles habitudes sont importantes à mettre en place pour pouvoir trouver cet équilibre? Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme habitude? Alors, bien sûr, on a parlé du sommeil, hein. Déjà, travailler sur son sommeil, c'est sûr. En termes de choses prouvées, tu as vraiment la respiration, le sommeil, le sport, l'alimentation. Les cumuls de stress, ça va taper dans les réserves d'acides gras. Donc, typiquement, quand tu commences à avoir trop de stress, tu peux être sûr, mais une fois sur une, que tu as des carences en acides gras qui vont en plus empêcher le bon fonctionnement du cerveau. Tout ça est très très lié parce qu'en fait, le stress, c'est un état d'inflammation qui se traduit par un besoin en acides gras pour le gérer. Donc, tout ce qui est huile pour la prévention cardiaque et qui mélange qu'on trouve dans les magasins bio, là, c'est vraiment top. Ajouter dans son alimentation, avocat, poisson gras. Mais malgré tout, ça reste des activités ressourçantes et ça, c'est propre à chacun. Par contre, je suis pas du tout miracle morning, j'aime pas ce truc. Enfin, sur le concept, c'est intéressant, mais pas se lever plus tôt pour faire des choses en plus quand tu as des problèmes de sommeil. C'est ça qui me gêne vraiment dans le concept. Mais pour moi, c'est le moment-là où tu vas faire ta cohérence cardiaque qui va te permettre de te centrer vers soi. Tu vas faire ton premier stop, se taire et observer patiemment pour voir si tu as des tensions, une fatigue. Là, tu es vraiment à même de le voir parce que tu n'as rien fait d'autre. Quand je dis rien fait d'autre, c'est à part lancer son appli de courant cardiaque, on va parler d'une notification, on est d'accord. Et là, c'est un bon moyen de mettre ce qu'on aime faire, ce qui nous ressource à chacun. Donc, à ce moment-là, donc moi, ça va être la salutation au soleil en yoga, les 5 tibétains. Si tu as pareil un enchaînement de yoga qui ressource son énergie. Donc ça, c'est vraiment ma base et une vie ressourçante. Et ça, c'est ce que chacun peut faire dans le temps qu'il a le matin. Si c'est pas là, ce sera un autre moment de la journée. Il n'y a vraiment pas de pression. On est bugeot toutes les deux. Alors, tu vois, alors là, c'est vraiment la version très dessinée, où j'ai fait mes activités ressourçantes, mes activités neutres, mes activités vampirisantes. Et vraiment, quand j'ai du vampirisant, déjà, j'essaie de le mettre en début de journée, comme ça c'est fait, et je vais me mettre du ressourçant derrière. Ah, c'est super intéressant. Comme j'étais malade, j'étais dans le en fait, ça me coûte rien, ça me pompe pas, j'ai pas forcément l'énergie pour faire du ressourçant. Et ça, c'est ma journée type. Et ça, c'est ma semaine type. Donc, c'est vraiment ça, mon truc d'organisation pour faire mes journées. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. J'ai une formation qui s'appelle Stress Fighter à toute heure. Je donne ces outils-là. On travaille sur les routines.
Les routines, notamment, moi, j'en fais toujours 2, celle où tu as le temps, celle où tu n'as pas le temps, et c'est tout. Oui, moi aussi. Et puis, les pauses, c'est vraiment un travail personnel. C'est à part la cohérence cardiaque, limite, c'est le seul truc que j'impose, Ouais. parce que ça marche trop bien. Et Le puis, reste, c'est c'est une base vraiment de une respirer. routine personnelle. Ok, bah c'est super intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je mettrai le lien de ta formation justement dans la description parce que c'est important. Tu partages beaucoup sur le sujet. Tu donnes vraiment beaucoup de clés. On mettra ton site internet. Il ne faut pas hésiter à aller explorer parce que vraiment le site de Sandra, c'est une mine d'informations, que ce soit sur le stress ou sur l'effervescence. J'ai un petit cadeau, c'est Burnout, les règles du jeu. Donc tous les signes que je vous ai expliqués au début, hein, si vous n'avez pas pris de notes, vous avez tout dedans, les signes à surveiller, qu'est-ce qu'on fait quand on est en burn-out, qu'est-ce qu'on fait pour remonter du burn-out, voilà, je balaye. C'est superficiel, mais je fais vraiment toutes les étapes en fonction de où vous en êtes par rapport à ça. Et ça manque en fait. Oui, parce qu'on a besoin d'outils pour prendre l'habitude de... Enfin, de toute façon, c'est un problème qui touche tout le monde. Tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un burn-out de plus en plus. Donc, je pense que c'est important de passer le mot. Donc oui, ton guide, il est super important à avoir sous la main, ne serait-ce que pour passer à quelqu'un qu'on sent qui est dans le rouge et qui aurait bien besoin. Et puis les accompagnants, les proches, la famille, j'ai des gens qui m'ont contacté en mode j'ai enfin compris ce qui s'était passé parce que la personne ne la reconnaît pas. Bien sûr. Et ça aussi, c'est important. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas passé par la case, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est en fait. C'est vrai. Ouais, puis c'est des personnes qui sont souvent très énergiques, très impliquées, souvent surinvesties, on ne fait pas le burn-out pour rien non plus. Hein. Perfectionniste. Et c'est surprenant de les voir à plat complètement. Je sais que le premier, j'étais assez isolée finalement et je ne l'ai pas soigné assez longtemps. Mais les 2 derniers, je l'expliquais à ma mère, mais c'est quand elle m'a vu, parce que en fait, à chaque fois, ça m'a fait tellement d'eau, je ne pouvais plus marcher. Donc j'avais une ceinture, de la canne, machin, un outil. Et c'est quand elle me voyait ne plus pouvoir marcher qu'elle comprenait ce que c'était en fait. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ça case au monde. Et du coup, quelles sont, toi, tes pistes pour s'en sortir une fois qu'on est dans la case burn-out, on s'est rendu compte qu'on fait un burn-out? Quels sont tes J'ai des accessoires et des peluches pour te répondre, mais quand je suis en plein carton, j'ai pas ce que je veux comprendre. Le mode chat. Est-ce qu'il y a un chat à côté? Non. Oh, on n'a jamais de chat quand on en a besoin. Ah non, mais c'est les guest stars, c'est vraiment, ça se tape la cause quand tu veux pas, mais quand voilà, c'est eux qui décident. Et je plaisante pas du tout. C'est-à-dire que tu peux pas faire autre chose en fait. Vraiment, après le burn-out, ça va être sieste, manger, un peu de jeu, et quand tu commences à avoir l'envie de lire un truc, d'ouvrir ton écran, de faire un petit truc, c'est que déjà tu commences à remonter, et ça va pas plus loin que ça, mais tu peux pas plus en fait. Si tu es vraiment cramé, tu as 0 ressources à la fin. Donc ça va être mode chat un maximum, t'entourer, te faire aider. Et quand tu commences à avoir le début d'envie d'aller vers quelque chose d'autre, c'est que tu commences à récupérer et refaire tes réserves, mais au début, tu peux pas. Il faut aussi que les proches en aient conscience, parce que c'est surprenant de voir une larve comme ça qui peut rien faire d'autre. Mais c'est normal, c'est vraiment l'état ultime du stress, de fatigue, d'épuisement, et ça prend du temps. La récupération avant l'autre, c'est minimum 18 mois. Alors pas 18 mois stade zombie, hein. La partie zombie, ça dépend de combien de temps on a mis avant de s'effondrer. C'est très variable. Je ne vais pas donner de chiffres. Moi, en gros, c'était 1 à 2 semaines vraiment zombie. Là, sur le dernier, parce que le dernier, j'ai fait assez proche du deuxième, troisième, j'ai bien enchaîné. J'ai mis 3 semaines à remarcher. Donc voilà. C'est ce genre de moi, j'ai pas compté, mais j'ai mis plusieurs semaines. C'est vraiment pour savoir l'accueillir et laisser la place à ça, parce que en fait, c'est l'organisme qui a fait quoi? Qui a freiné un grand coup, parce qu'il voyait qu'on allait trop loin, et qu'on ne freinait pas. Et c'est en fait, c'est de l'instant de survie que de faire un burn-out. Il y a des gens qui font pas ça. Il faut faire une crise cardiaque, il faut faire un AVC. Voilà. Il faut l'accueillir. Je me suis rendu compte que j'avais fait un burn-out bien longtemps après avoir fait mon burn-out. Si tu te rends compte que tu es en train de faire un burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Tu vas faire quoi? Tu vas voir ton médecin? Médecin, il faut s'arrêter. En fait, la priorité, c'est de s'arrêter. Et c'est là que c'est compliqué pour les personnes comme nous qui sont entrepreneurs ou mamans-preneurs. S'arrêter n'est pas si simple. Mais les personnes qui sont dans le salariat, c'est s'arrêter et c'est respecter son arrêt. Parce que sur les cas de burn-out, on a quand même un tiers des arrêts qui restent dans les poches des gens et les gens retournent travailler. On travaille en arrêt. Donc ça va. Parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'ils avant le burn-out, le burn-out va arriver. Ouais. Bah oui, quand tu t'effondres, t'as pas le choix en fait. C'est ça qu'ils peuvent gagner du temps, mais ils vont finir par s'effondrer. Si je vois ça, il n'y a pas de mystère.
Ouais, ouais. Ouais, c'est Vraiment, ça qui est important de dire, c'est que et à un moment, tu tires trop sur la corde, elle casse, point ouais. barre, quoi. Il n'y a pas d'autre. Ah, mon deuxième, c'était un cas d'école, hein. J'ai fait sur infection à chaque fois, j'ai perdu mon tympan, machin. Mm, J'ai bossé pendant mes arrêts, je l'ai fait 2 fois. Le troisième, c'était fini, hein. mm. On peut jouer, on ne gagne pas. Le corps, il gagne toujours, ouais. Et comment, quand on est un peu plus avancé dans la récupération, qu'on commence à aller mieux, comment on fait de la place dans son quotidien à ce temps de récupération? Parce Bah, que c'est là que c'est les un peu routines de le en prennent toute reconnaître, leur mais importance, en fait. C'est vraiment ce travail sur les activités ressourçantes. Il est fondamental en préservation, mais il est essentiel, on ne peut pas passer outre après. mm, Parce qu'on n'a plus l'énergie qu'on a avant, on va pas la récupérer, pas intégralement, en fait, c'est vraiment pas. Donc, ça devient une hygiène de vie, sachant que notre seuil de tolérance à la fatigue, au stress baisse. Donc, mm. les signes d'alerte restent les mêmes, ils arrivent plus vite qu'avant. Parce que l'organisme a peur qu'on y retourne, en fait. Oui. Donc, Il n'y a pas que c'est l'organisme. une question si t'as pas le choix. Tu vas Ouais. être rappelé très vite si tu ne le fais pas. Mm. Mais du coup, enfin, pour moi, c'est aussi très formateur de passer par la case burn parce que ça oblige à mettre en place cette hygiène-là. Ouais. Mais ça Mais serait alors bien souvent, de. alors si tu retournes travailler, donc une poste salarié, il va falloir négocier, expliquer les problèmes de surcharge de travail, voir éventuellement une évolution du poste. Il y en a beaucoup qui reprennent un mi-temps thérapeutique, ça s'entend de plus en plus, les médecins du travail sont plus à même d'accompagner ça. Mais oui, c'est vraiment regarder ce qui nous a amené au burn-out en termes de surinvestissement. Alors moi, je travaille aussi sur les messages contraignants. Il y a beaucoup de choses, des problèmes de limite, des problèmes d'estime de soi qui sont des grands classiques sur le burn-out. Donc on travaille ça en coaching. Et voir qu'est-ce qui nous a amené et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire tourner. Donc il y a beaucoup de réadaptation de poste, de changer son rapport au travail, de changer l'investissement qu'on va mettre dedans, de réserver les plages ressourçantes. Mais c'est vraiment un travail de fond qui est un peu triste parce que quand tu y penses, c'est tellement la base que Mm. on devrait le faire avant. Ben, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler, en fait. C'est que Mm. si on prend en compte le fait que c'est un gros risque, comme on prend en compte le fait que le cancer est un gros risque et Mm. que du coup, on ajuste notre alimentation, notre mode de vie en fonction, c'est la même Mm. chose pour le burn-out, en fait, parce qu'on est Mm. vraiment enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'un phénomène de société. Vraiment. En fait, la société, elle t'amène au burn-out. Je veux dire, le rapport du auto est complètement perturbé, tout va plus vite, on est assez une notification. Il y a quand même tout ce qui est Mm. développeurs d'applications qui font la guerre de l'attention, qui font tout pour nous assaillir le cerveau, c'est super nocif. On a des objectifs en entreprise qui sont très clairement trop élevés par rapport à nos ressources. On va pousser on va pousser un stress permanent dans l'idée de faire avancer les gens plus vite, mais on ne peut pas tenir le stress sur la durée. C'est typiquement la définition du burn-out. Tout ce qui est management agile, etc. Si c'est sur une courte durée pour gérer un projet qui en plus fait sens, l'employé peut le faire. Mais là, on est dans un système où en fait, on cultive le stress en permanence. Mm. Donc, en continuant comme ça, ouais, c'est déjà une épidémie, ça va Ouais. continuer. Ouais. Mm. Ouais, ouais. D'où l'importance de la prévention et, Mm. euh, et de savoir de quoi on parle et de faire passer l'information parce que Ouais. si on peut éviter de passer par la case burn-out, c'est quand même, C'est ça. je pense, un peu mieux. C'est ça. Parce C'est, que, comme tu ça dis, on permet récupère de pas beaux, ouais. C'est des belles renaissances, c'est des beaux parcours de vie ensuite, mais pourquoi souffrir, quoi. c'est ça, c'est ça. On n'a pas besoin de souffrir pour apprendre si on met Mm. en place les bonnes habitudes qui sont Mm. simples hein, finalement parce que c'est prendre soin de son sommeil, prendre soin de sa respiration, prendre soin de son corps, prendre soin de Mm. son temps. Donc Avoir conscience qu'on est sa priorité. Il n'y a que voilà, nous qui pouvons nous sauver, en fait. Les gens ne vont c'est pas le ça, faire à nous. Donc, il faut vraiment s'écouter et se préserver. c'est Et c'est ça. pas ce qu'on nous inculque. On nous apprend à faire plaisir, à être parfaite, à être gentille. Voilà, il y a un problème à la base aussi. Bah, en tout cas, merci beaucoup Sandra pour toutes ces informations. Avec Et grand plaisir. donc, oui, n'hésitez pas à aller dans la description pour faire un Mm. petit tour sur le site de Sandra, télécharger le guide Burnout, les règles du jeu. et puis d'aller explorer un petit peu les magnifiques sketch notes et autres Ah, ça, pour informations. les esprits atypiques, ça parle bien. Parce que Ouais, 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 justement, toutes vraiment, les infos qu'on reçoit, si on peut les canaliser et les structurer, c'est quand même vachement plus ça facile. parle beaucoup. Sandra, merci beaucoup. Euh, Avec plaisir. Je vais mettre le lien vers ton site et puis de tout ce dont on a parlé dans la description parce que ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil dans cette effervescence d'informations et de guides
et de solutions. Donc, merci Pour aller beaucoup dans ta vie d'avoir pour répondu. déployer ses neurones et ses talents. Voilà. Merci encore. Et puis, à très bientôt parce que on reparlera certainement de tous ces sujets-là. Avec plaisir.